Bienvenue à tous. Comme l'a dit Margot, ce webinaire est dédié aux différentes mesures pour le pouvoir d'achat des salariés. Il est effectivement co-animé par Avanti, notre partenaire, représenté par Nelly. Pourquoi ce webinaire ce matin? Parce qu'il nous semblait pertinent de faire un décryptage sur les différentes mesures qui constituent aujourd'hui une boîte à outils pour vous, DRH, qui vous permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat de vos salariés. Alors, certains l'ont déjà utilisé. En tout cas, il y a forcément des aspects techniques et des aspects juridiques qu'il faut mettre en avant. Raison pour laquelle Nelly va animer ce webinaire. Moi, je voulais vous donner deux mots sur GREP. Donc, GREP, nous sommes conseil en protection sociale. Nous avons aujourd'hui trois domaines d'intervention qui sont la santé, la prévoyance, l'épargne retraite, en France et à l'international. Les sujets aujourd'hui qui vont être abordés seront notamment l'épargne retraite, l'intéressement et la participation. Et nous avons deux expertises, une expertise basée sur le conseil avec la mobilisation d'experts et de consultants et une expertise gestion. Voilà, je vais laisser la parole à Nelly. N'hésitez pas à poser des questions via le chat et je les reprendrai de manière à ce que ce soit le plus vivant possible. Nelly, je te laisse la parole. Merci beaucoup Olivier. Donc rebonjour à toutes et tous pour ceux qui viennent de se connecter. Donc pour ma part, effectivement, Nelly Jean-Marie, je suis avocate associée au cabinet Avanti Avocat. Quelques mots également sur le cabinet. Nous sommes un cabinet spécialisé sur les questions de droit social de façon générique, mais nous avons développé des surspécialités concernant toutes les problématiques juridiques ayant attrait aux rémunérations avantages sociaux. Et donc dans les rémunérations avantages sociaux, il y a pas mal de domaines dans lesquels on a l'occasion de travailler en collaboration avec GREP, notamment les sujets de prévoyance, santé, retraite, épargne salariale, des sujets qui sont très à la mode, qui ont le vent en poupe ces dernières années. Et donc voilà, nous, on a développé un accompagnement des entreprises aussi bien en conseil qu'en contentieux, et notamment en contentieux URSSAF, sur ces différentes problématiques. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de passer en revue les mesures RH récentes qui ont été adoptées pour l'essentiel courant août. Il y a eu courant août deux lois significatives, la loi pour le pouvoir d'achat qui porte bien son nom et la loi de finances rectificative pour 2022. Comme vous le savez, les pouvoirs publics peuvent en cours d'année rectifier les mesures qui ont été prises pour l'année en cours et donc ces deux lois sont source d'un florilège de mesures que l'on va passer en revue dès à présent. Alors, donc, au sommaire. Nelly, on a effectivement, et ce que nous allons développer ce matin, c'est les 5 mesures en 45 minutes, les 5 mesures phares que nous allons développer à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan juridique, puisque les incidences sont très fortes pour vous, DRH, et notamment les incidences financières. Tout à fait. Alors, effectivement, parmi ces 5 mesures, on imagine, vu la qualité des différentes personnes connectées, que ce sont nécessairement des dispositifs que vous avez aperçus. Mais comme l'a dit Olivier, l'idée, c'est d'avoir cette vue générale et donc ce panorama des différentes mesures, cette forme de boîte à outils que l'on peut mobiliser pour accompagner les salariés dans la préservation de leur pouvoir d'achat. Donc, la première mesure, c'est la prime de partage de la valeur, la PPV pour ceux qui sont déjà familiarisés à ce dispositif. Et en fait, c'est quoi la PPV? C'est ni plus ni moins qu'un dispositif qui est fortement inspiré de la prime Macron, aussi appelée la PEPA, qui était donc sous un ancien acronyme la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc on avait déjà cette problématique depuis plusieurs années. Souvenez-vous, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été créée après la crise des Gilets jaunes en 2018 et elle a été reconduite pas moins de 3 fois depuis cette crise. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de marketing des pouvoirs publics, puisqu'elle était plus si exceptionnelle que ça, cette prime. Et donc, on parle maintenant de prime de partage de la valeur. Vous allez le voir, c'est un dispositif qui est fortement inspiré du précédent. Et il consiste en quoi? Il consiste, alors,
point très important, c'est un dispositif qui est facultatif. Il n'y a aucune obligation de la part de l'entreprise, mais si l'entreprise le souhaite, alors elle peut verser une prime en exonération de charges sociales et fiscales dans les conditions qui vont être décrites là juste après. Donc, c'est une prime qui peut aller au maximum jusqu'à 3 000 € par an par bénéficiaire pour toute entreprise confondue. Et ce plafond de 3 000 €, il peut être porté à 6 000 € pour des entreprises qui disposent déjà d'un accord d'intéressement ou qui appliquent de la participation volontaire. Vous savez que le dispositif de participation est obligatoire à partir de 50 salariés. Mais pour des entreprises qui seraient en dessous de 50 salariés et qui mettraient en place un dispositif de participation volontaire, eh bien là aussi, elles peuvent bénéficier de cette enveloppe améliorée jusqu'à 6 000 €. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces montants-là, mais on peut le faire en bénéficiant des règles d'exonération sociale et fiscale. Alors, ces règles d'exonération… Nelly, j'ai une question, excuse-moi, je te coupe. Petite Bien sûr. question, est-ce que cette prime-là, elle est limitée dans le temps sur le versement? Est-ce qu'il y a une date butoir pour la verser? Est-ce que c'est jusqu'à 31/12 de cette année ou est-ce qu'on peut la poursuivre en 2023? Alors, on peut la poursuivre en 2023 et ce que l'on va voir, c'est qu'il y a justement un régime différent selon que l'on la verse avant le 31 décembre 2023 ou après. En réalité, elle est même, à la différence de la PEPA qui a été reconduite d'année en année et qui se voulait comme étant un dispositif exceptionnel, là, on a la grande nouveauté avec la PPV, la prime de partage de la valeur, c'est qu'elle est pérennisée dans le temps. Donc, D'accord. l'entreprise pourra la verser ad vitam jusqu'à ce que le législateur, bien sûr, intervienne à nouveau. Mais on est dans une mécanique différente où on ne va pas nécessairement attendre une intervention législative qui vienne reconduire le dispositif. A priori, on est sur quelque chose de pérenne dans le temps, de façon illimitée. Mais ta question est extrêmement pertinente puisque selon le moment où on va verser la prime, on ne va pas bénéficier du même régime d'exonération. Ah, Donc, donc du coup, c'est effectivement, on vient sur ce régime social et fiscal de la prime, qui est tout à fait, important. tout à fait. Donc, si on verse la prime avant le 31 décembre 2023, donc cette année et puis l'année prochaine, on va bénéficier d'un régime d'exonération dit renforcé. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est exonéré de toute charge sociale. Toute charge sociale, c'est assez rare pour être souligné. En général, quand on est exonéré, tu le sais bien, par exemple, pour le financement de la mutuelle, de la prévoyance, de la retraite, quand on dit qu'on est exonéré de cotisations sociales, en réalité, on paye du forfait social, l'employeur paye du forfait social et les salariés payent de la CSG-CRDS. Là, ici, dans cette exonération renforcée pour la PPV, c'est toutes les charges sociales qui n'ont pas à être versées ni par l'entreprise ni par le salarié, donc pas de cotisation de sécurité sociale, pas de CSG-CRDS, pas de forfait social et pas d'impôt sur le revenu. C'est Donc vraiment une si je exonération. résume, Ouais, si on doit résumer, c'est finalement du salaire non chargé, net de tout. exactement, exactement. C'est net de tout. Je donne 100 euros, ça me coûte 100 euros et ça rapporte 100 euros aux salariés. Exactement. C'est tout à fait neutre D'accord. sur le plan fiscal et social, ce qui est encore une fois quelque chose d'assez rare pour être souligné dans le paysage des outils de rémunération. Et encore une fois, pour les entreprises qui ont déjà un accord d'intéressement, on peut quand même aller jusqu'à 6 000 € en exonération pleine et entière. Donc voilà, c'est quand même assez significatif. Donc cette exonération renforcée, elle est limitée dans le temps. Peut-être sera-t-elle reconduite, on verra l'année prochaine si on est frappé par d'autres crises qui justifient que ce soit reconduit, mais cette exonération totale renforcée, elle est limitée dans le temps, comme on l'a dit, jusqu'au 31 décembre 2023, et pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC, puisque on Alors Nelly, vise… je te coupe 30 secondes parce Ouais, que j'ai une question. ouais. Justement, dans le régime renforcé, est-ce que les entreprises de plus de 250 salariés sont exonérées du forfait social? Alors, effectivement, l'exonération renforcée vise absolument toutes les charges sociales, quel que soit l'effectif de l'entreprise. On va le voir, il y a une différence pour l'exonération simple, qui vaut pour les salariés qui ont une rémunération supérieure à 3 SMIC ou qui vaudra au-delà de 2023, à partir de 2024. Et donc, j'y viens tout de suite. Merci pour cette question qui me permet de faire la transition avec l'exonération dite simple. Dans cette exonération simple, on retrouve une exonération qui est plus commune, plus classique. En fait, on va avoir une exonération uniquement de cotisations sociales, patronales et salariales. En revanche, le salarié va payer de la CSG-CRDS et va être soumis à l'impôt sur le revenu, à l'IR.
et l'employeur va payer du forfait social. Et là où il y a effectivement une distinction à faire selon les plus de 250, moins de 250, c'est que le régime du forfait social est donc un régime spécifique. Et là, on nous dit, vous allez payer du forfait social comme c'est prévu en matière d'intéressement. Or, pour ceux qui sont familiers au dispositif d'intéressement, dans les entreprises de moins de 250 salariés, on est de toute façon exonéré de forfait social. Et donc, pour celle-ci, il y aura toujours une exonération de forfait social liée à leur effectif, donc inférieur à 250. Donc, si je résume, dans l'exonération simple qui se veut pérenne dans le temps, je suis exonéré de toute cotisation de sécurité sociale. En revanche, je paye de la CSG-CRDS et de l'impôt sur le revenu côté salarié. Et côté entreprise, si je suis moins de 250, je ne paye pas de forfait social. Si je suis plus de 250, alors je paye du forfait social. D'accord. Alors, une question intéressante, mais très simple, hein. Est-ce que tous les salariés sont-ils concernés Alors, par c'est cette prime? précisément une des questions que je vais aborder jusque-là. Qui ça concerne? Très bien. C'est un dispositif qui se veut collectif. Donc, par principe, ça concerne tous les salariés de l'entreprise, tous les salariés qui sont liés par un contrat de travail. Donc, que ce soit un CDD, un CDI, qu'il s'agisse d'alternants, d'intérimaires, à partir du moment où il y a un lien contractuel avec l'entreprise par un contrat de travail, eh bien, ces personnes-là sont dans le scope de la prime de partage de la valeur. Alors, il y a néanmoins une possibilité de restreindre la catégorie de bénéficiaires en instaurant un seuil de rémunération. Encore une fois, on est dans une logique de pouvoir d'achat, donc si l'entreprise souhaite privilégier les bas salaires, par exemple, et décider de ne réserver la prime qu'aux salariés qui perçoivent moins de 2 SMIC, moins de 3 SMIC, ou bien une valeur fixée en euros forfaitaire, il n'y a pas de restriction dans la façon de définir ce seuil, eh bien, on peut réserver la prime à une catégorie de salariés en dessous d'un certain seuil de rémunération. C'est la seule limitation que l'on peut faire pour véritablement cibler un collège, une catégorie de personnel. Autrement, c'est tous les salariés qui sont liés par un contrat de travail. Et plus précisément, là, il y a une petite subtilité. C'est concrètement, bon, j'ai mon effectif présent au moment où je prends la décision de mettre en place la prime. Et on sait très bien qu'entre le moment où je prends la décision et le moment où je vais verser effectivement la prime, il peut se passer quelques semaines, quelques jours, parfois quelques mois. Je peux prendre la décision maintenant et dire que la prime, je la verserai à Noël, au mois de décembre, un peu comme une prime de Noël en exonération de charges. Je peux présenter comme ça les choses d'un point de vue communication dans l'entreprise. Ce que permet la loi, c'est de soit considérer que l'on va verser la prime à toutes les personnes qui étaient présentes au moment où on a pris la décision d'instaurer le dispositif. Donc, si j'ai pris ma décision là, le 7 octobre, eh bien, toutes les personnes qui étaient présentes le 7 octobre seront bénéficiaires de la prime, même si elles partent au mois de décembre. À partir du moment où elles étaient présentes, c'est un peu comme les mécanismes d'intéressement, à partir du moment où elles étaient présentes au moment où on a pris la décision, eh bien, ils seront bénéficiaires. Ou alors, je peux décaler finalement mon application en disant que les bénéficiaires seront ceux qui sont présents au moment du versement. C'est pas neutre. Nous, on a eu à arbitrer la question pour un certain nombre d'entreprises. Et c'est vrai que la tendance quand même générale, c'est de privilégier un bénéfice au moment du versement de la prime. Si j'ai des salariés qui me quittent en cours de route, bon, j'ai pris ma décision au mois d'octobre. Si j'ai des salariés qui démissionnent en cours de route et qui ne sont pas présents au moment où j'ai décidé de verser la prime, par exemple au mois de décembre, eh bien, c'est seules les personnes qui seront présentes au mois de décembre qui seront bénéficiaires. Je reviens un tout petit peu en arrière pour évoquer juste les modalités de mise en place de ce dispositif. Puisque tout ce que j'explique là sur les bénéficiaires, sur le moment où je vais attribuer la prime, est-ce que je vais la limiter aux personnes qui étaient présentes au moment de la décision ou bien aux personnes qui sont présentes au moment du versement? Ça, ce sont des choses que je vais devoir rédiger, formaliser sur le plan juridique. Et j'ai deux façons de le faire, soit par accord, soit par décision unilatérale de l'employeur. Donc, parmi les accords, c'est les différents types d'accords que l'on connaît en matière d'épargne salariale. Donc, soit l'accord collectif de droit commun très simple signé avec les DS, soit l'accord entre l'employeur, les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit un accord avec le CSE, le Comité social et économique, soit un accord, une forme d'accord référendaire à la majorité des 2/3 des salariés. Et donc, cet accord doit être déposé à l'adresse, à l'autorité compétente.
ou Alors, bien l'employeur. Ouais. une question, Nelly, excuse-moi, avant de passer sur la deuxième, le deuxième volet. Quand on est sur un versement en plusieurs fois, est-ce qu'on doit le prévoir dans l'accord initial avec toutes les dates qui sont prévues, ou est-ce qu'il Alors, faut réaliser un avenant à chaque versement? c'est une question extrêmement intéressante. Je vais faire comme en cuisine. Je la réserve parce que je vais l'évoquer juste dans 30 Très secondes, bien. même un peu moins, parce que c'est un point extrêmement significatif qui n'existait pas dans l'ancien dispositif, dans la PEPA. Donc, pour toutes les personnes qui connaissaient la PEPA, il faut avoir à l'esprit que la PPV permet justement ce versement fractionné que tu évoques et qui n'était pas permis autrefois et qui est assez intéressant. Donc, sur les modalités de mise en place, je vais aller très vite. Hein, là, soit on est par accord, soit on est par décision unilatérale de l'employeur. Et contrairement à certains dispositifs, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Je peux directement décider, sans faire de négo, je peux directement décider de le faire par voie unilatérale. Il y a des dispositifs pour lesquels il faut d'abord tenter une négociation. Et si on échoue, alors on peut passer par voie unilatérale. Là, je peux directement décider de mettre en place le dispositif par voie unilatérale pour des raisons de gain de temps et pour des raisons simplement de souplesse dans la façon de procéder. Et si on n'a pas envie voilà, de prendre du temps, de se mettre autour de la table. Donc, on peut le faire par décision unilatérale. La seule chose, c'est qu'il faut consulter préalablement le comité social et économique s'il existe au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est sur le Une formalisme dernière juridique question. de la mise en place. Ouais. Excuse-moi, je te coupe parce que le temps passe, mais une dernière question sur ce sujet-là. Est-ce qu'elle est versée à un salarié qui vient d'être embauché? Alors, tout dépend. Oui, bien sûr, il n'y a pas de condition d'ancienneté. Et D'accord. si, par exemple, je reviens sur l'option, hein, soit je verse aux personnes qui étaient présentes au moment de la décision. Si cette personne n'était pas présente au moment de la décision, eh bien, elle sera exclue. En revanche, si j'ai décidé de verser aux personnes qui sont présentes au moment du versement et que cette personne a été embauchée à ce moment-là, oui, elle sera bénéficiaire. Une Euh, dernière question plus juridique sur ce sujet-là. Si je la nomme hein, telle qu'elle est, si on est en carence de CSE, peut-on faire une DUE? Alors, dans tous les cas, on peut faire une DUE. Dans tous les cas, on peut faire une DUE. C'est simplement que soit j'ai un CSE et je le consulte, soit j'en ai pas et donc j'ai personne, par hypothèse, à consulter. Mais dans tous les cas, je peux procéder par décision unilatérale de l'employeur. À ma connaissance, il n'y a pas de restriction à ce sujet. Bien évidemment, il faut que je démontre avoir organisé des élections, etc. et avoir un PV de carence. Hein. Sur un point important, je reviens sur ta question, Olivier, sur la possibilité de verser en plusieurs fois. Ça, c'est pas neutre, parce qu'imaginons, je suis dans le cas de l'entreprise qui veut effectivement envoyer un signal fort et qui veut, par exemple, verser une prime de 6 000 euros, aller jusqu'au taquet du plafond. Je peux avoir deux hésitations dans le versement de cette prime. C'est un, de me dire, bon, ben, si je verse là, comme ça, cash, 6 000 euros à tous mes salariés, j'ai un effet de trésorerie qui n'est pas neutre. Et en plus, bon, bah, si le salarié il part 2-3 mois plus tard, je vais quand même verser 6 000 euros. Donc, cette possibilité de verser en plusieurs fois fractionnées, elle est assez intéressante parce qu'elle permettrait donc c'est une fois maximum par trimestre sur l'année civile. Et donc, on peut imaginons, voilà, on met en place le dispositif sur l'année 2023 et on décide de le faire une fois par trimestre. Et donc, au lieu de verser 6 000 euros d'un bloc, on verse 1 500 euros chaque trimestre. Donc, ça permet de lisser l'effet trésorerie dans le temps. Et puis, si j'ai décidé de verser au moment où les personnes, enfin d'attribuer au moment où les personnes sont effectivement présentes dans l'entreprise, alors c'est pas en tant que tel dit dans le texte, mais ça laisserait la possibilité à l'entreprise d'arbitrer et de dire, bon, bah, les personnes qui sont présentes au premier trimestre, elles ont les 1 500, celles qui sont présentes au deuxième trimestre, hop, à nouveau 1 500, mais par contre, celles qui me quittent en milieu d'année, elles n'auront pas les deux échéances qui suivent. Donc, ça permet Merci. de faire une forme de rétention. Alors, bien sûr, si le salarié veut partir, il part, hein, mais il y a un effet de lissage dans le temps qui est assez intéressant et qu'on n'avait pas avec la PEPA. Dernière précision sur l'application de ce dispositif, on peut moduler le montant de la prime selon plusieurs critères. Et donc, ces différents critères, ils sont au nombre de 4. On peut moduler en fonction de la rémunération, toujours dans cet esprit de peut-être mettre plus le paquet sur les bas salaires. On peut moduler en fonction de la durée de présence au sein de l'entreprise, aussi dans cet esprit de récompenser ceux qui sont davantage présents au service de l'employeur.
On peut également moduler en fonction du niveau de classification conventionnel et également en fonction de la durée de travail prévue au contrat. Par exemple, si j'ai des temps partiels, eh bien, effectivement, je peux moduler le montant de la prime en fonction de ces différents critères. Alors Nelly, je te coupe. On a, je crois, fait le tour des questions sur ce Tout à fait. sujet-là. On a 25, il nous reste 20 minutes et on a encore 4 mesures. C'est parti. Euh, C'est parti alors, sur l'épargne salariale. C'était d'accord. c'était prévu. Juste une Donc, dernière question pour y répondre, mais ça veut dire qu'on peut mentionner une condition de présence dans la DUE ou dans l'accord pour le versement. alors, on peut mentionner une condition de présence au moment du versement de la prime. Il ne peut pas D'accord. y avoir de condition de présence ultérieure. Je ne sais pas si c'est ça la Oui, oui, question, oui. mais si la seule condition de présence que l'on peut stipuler, c'est celle de dire il faut être présent au moment où la prime est versée. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, autre mesure effectivement significative, c'est cette mesure de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale pour effectuer un achat de biens ou de services. Vous le savez, la plupart des dispositifs d'épargne salariale, pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées, on a une période de blocage, généralement de 5 ans, pendant laquelle les sommes doivent être, qui sont investies dans les différents plans d'épargne, doivent être bloquées, sauf certains cas de déblocage anticipés qui existent déjà pour faire face à certains événements de la vie. Et là, précisément, les pouvoirs publics ont considéré que la situation actuelle, la situation de crise actuelle, justifiait de créer un nouveau cas de déblocage exceptionnel. Alors, on va le voir, un nouveau cas de déblocage qui est assez libre dans l'absolu. Et c'est un point important. Contrairement aux autres mesures, ici, on a vraiment quelque chose d'obligatoire pour l'entreprise. C'est que ce n'est pas un dispositif facultatif comme la PPV ou comme les autres mesures qu'on va voir. Là, à partir du moment où l'entreprise a un plan d'épargne salariale dans sa politique de rémunération, eh bien, elle doit permettre aux salariés de débloquer les sommes. Et il y a même une obligation d'information pour celles des entreprises qui seraient parmi nous qui ne l'auraient peut-être pas vu. L'entreprise a un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la loi, donc une loi qui est parue au mois d'août, et donc jusqu'au 16 octobre, là jusqu'à mi-octobre, l'employeur doit communiquer aux salariés cette possibilité de déblocage anticipé. Donc, D'accord. quel Donc que là, ça veut soit. dire qu'on est dans un système où finalement, c'est une boîte à outils, mais celle-ci, elle s'impose à l'entreprise. Tout à Donc, il y fait. a une communication et on y apporte beaucoup de souplesse quant à la raison et au motif du déblocage. Exactement, exactement. On nous dit que c'est pour effectuer un achat de biens ou de services. On ne nous dit pas lesquels. C'est extrêmement souple. La seule chose, c'est qu'il faut déclarer le montant des sommes débloquées à l'administration. Donc, soit c'est fait par le gestionnaire, l'organisme gestionnaire des fonds, soit c'est fait par l'employeur. Il y a juste une obligation déclarative sur les montants qui sont versés, qui sont débloqués au profit des salariés. Et on a circulaire, comme c'est assez fréquent maintenant, on a une circulaire du 13 septembre 2022 qui vient apporter un certain nombre de réponses aux différentes questions techniques qui peuvent se poser. Parmi celles-ci, on va évoquer le fait que c'est quand même, pour le coup, là, contrairement à la PPV, c'est très limité dans le temps. Cette possibilité de déblocage, c'est jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, ça va relativement vite. L'employeur doit informer au plus tard le 16 octobre. Et le déblocage, lui, peut se faire jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, il y a quelques conditions. Effectivement, les épargnants doivent justifier de l'achat de biens ou de services. C'est une exigence, entre nous soit dit, qui semble assez légère. On nous dit qu'il faut conserver les justificatifs et les tenir à la disposition, le cas échéant, en cas de contrôle de l'administration fiscale. On n'a pas de délai spécifique pour effectuer les achats, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire sa demande au 25 décembre et réaliser ses achats au mois de mars. Il n'y a pas d'obligation de dépenser la somme débloquée avant la fin de l'année, il faut simplement l'avoir débloquée effectivement avant la fin de l'année. Et le montant maximum des sommes débloquables est de 10 000 euros. On ne peut pas aller au-delà de 10 000 euros net de prélèvements sociaux. Et c'est une demande. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas faire 3 demandes de 3 000 euros. Il faut faire une demande dans la limite de 10 000 euros. Sur ce sujet-là, si on raisonne un peu plus macro, on voit qu'il y a un niveau d'épargne en France qui est très, très important. Et finalement, les pouvoirs publics, au travers de cette mesure, poussent les salariés
à la à consommation. sortir leur épargne et à désépargner, hein, qui est quand même un sujet économique et politique très fort aujourd'hui. Tout à fait. C'est extrêmement juste, Olivier. À travers cette mesure, il y a aussi cette volonté de relancer la consommation. Il y a des problématiques évidentes de pouvoir d'achat liées à l'inflation, à la hausse des prix du carburant, etc. Donc, mais il y a aussi cette volonté, y compris pour des classes, on va dire, plus aisées, de générer un effet d'achat, un effet. Donc voilà, les sommes débloquées sont donc exonérées d'impôt sur le revenu. En revanche, elles sont soumises aux prélèvements sociaux classiques sur les produits de placement, c'est-à-dire 17,2%. D'accord. Donc plus précisément, sont visées par le déblocage toutes les sommes qui sont issues de dispositifs d'intéressement ou de participation et, c'est un point important, qui ont été investies avant le 1er janvier 2022. On ne peut pas débloquer des sommes qui ont été investies là en courant de l'année, si ça doit être des sommes qui ont été investies avant l'année 2022 dans un plan d'épargne d'entreprise. Donc tout est débloquable par principe, il y a néanmoins certaines exclusions. Les sommes qui étaient investies dans des fonds solidaires, les sommes qui étaient placées dans des plans d'épargne retraite, ce qui est assez logique puisqu'on est dans une logique de retraite, donc c'est pour débloquer à la retraite, pas avant. Donc tout ce qui est PERCO, PERO, PER-École, tous ces dispositifs qui ont été pactisés, hein, les fameux plans d'épargne retraite, les PER, tous ces dispositifs ne sont pas débloquables. Et il en est de même pour les sommes investies en compte courant bloqué. S'agissant des titres de l'entreprise, lorsque l'entreprise a ouvert l'épargne, à l'épargne les titres de l'entreprise, eh bien là, l'employeur a quand même son mot à dire sur la possibilité de déblocage et il faut que ce soit d'un commun accord et que ce soit subordonné à la conclusion d'un accord collectif lorsque les sommes ont été investies en titre de l'entreprise. Une question, Nelly, de néophyte sur ce sujet-là. Quand un salarié quitte l'entreprise, donc il a forcément, il peut laisser son plan d'épargne ou d'intéressement au titre de son ancienne entreprise. On est bien d'accord? Tout à fait. L'obligation d'information dans ce cas-là? C'est une excellente question. La loi vise les salariés. Donc, j'ai tendance à penser que c'est d'abord les salariés de l'entreprise. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'éventuellement, je ne l'ai pas à l'esprit pour. Je vérifierai peut-être dans le question-réponse de l'administration si éventuellement il y a un élargissement. Mais l'obligation vise avant tout les salariés. Tu vois, c'est obligation d'information d'entreprise envers leurs salariés. Est-ce que les anciens salariés sont concernés? J'en suis moins sûre. Mais peut-être une bonne pratique serait de le faire. Et après, il y a autre chose, c'est que j'imagine que les gestionnaires communiquent quand même un minimum sur le sujet Oui, il y a par de la ailleurs. communication. Ouais. Parfait. Donc là, c'est toute une série de précisions qui ont été apportées par la circulaire toute récente là, du 13 septembre 2022. Peut-être pas nécessaire de rentrer dans tous les détails. Ce qui était une des questions qui nous avait été remontée, c'était la question de savoir si les sommes qui correspondaient à un abondement de l'employeur, donc vous savez que lorsque le salarié investit, il peut y avoir un abondement de l'employeur pour accompagner cet effort d'épargne. Et donc la circulaire vient nous confirmer que l'abondement patronal investi est également débloquable. Autre précision intéressante, effectivement, on l'a dit, c'est extrêmement large, c'est pour acheter des biens et des services. En revanche, l'administration précise que c'est vraiment des sommes qui doivent être débloquées dans cette fin-là, et ce n'est pas des sommes qui sont faites pour épargner. Ce n'est pas pour qu'on retrouve les sommes sur le livret A ou sur d'autres dispositifs d'épargne. Et ce n'est pas non plus pour solder un crédit, ce n'est pas non plus pour payer ses impôts, c'est véritablement, comme tu le disais, Olivier, pour relancer la consommation et favoriser le pouvoir d'achat des salariés. Donc voilà, il y a néanmoins des limites dans la façon d'utiliser ces sommes débloquées. Et dernier point sur l'information, donc je le rappelle, c'est vraiment le point que vous devez retenir, c'est cette information que doit l'entreprise aux salariés. L'administration nous dit que cette information peut être faite par tout moyen, donc par mail, par intranet, par tout ce que vous voulez, voie d'affichage au sein de l'entreprise. Il faut impérativement communiquer et le mode de communication est assez libre puisqu'on nous dit que c'est par tout moyen. Bon, eh bien, nous avons tous des épargnés. Voilà. Troisième série. L'intéressement qui est important.
tout à fait. Troisième série de mesures, l'intéressement. Donc là, en fait, les pouvoirs publics, ça fait un petit bout de temps hein, que l'intéressement est en vogue. La loi Pacte est passée par là. Et puis, il y a par à coup différents types de mesures pour venir favoriser ce dispositif. Et là, on en retrouve toute une série de petites mesures qui, mises bout à bout, sont supposées encourager les entreprises qui n'en auraient pas encore à mettre en place des dispositifs d'intéressement. Et donc, ça passe par la façon de le mettre en place. Sur le plan juridique, un des freins que l'on pouvait rencontrer dans la mise en place de ces dispositifs, c'est le fait de devoir négocier, de devoir mettre en place un dispositif par voie d'accord. Pour mémoire, normalement, un dispositif d'intéressement, c'est ces 4 modalités de mise en place: accord collectif, accord avec les représentants des organisations syndicales, accord au sein du CSE ou ratification aux 2 tiers des salariés. Ça, c'est les modes de mise en place classiques de l'intéressement. Il y avait déjà une première mesure qui visait plutôt les TPE, hein, les entreprises de moins de 11 salariés, qui pouvaient mettre en place l'intéressement par décision unilatérale de l'employeur lorsqu'elle n'avait pas de délégué syndical, ce qui est souvent le cas pour les moins de 11, ou pas de CSE. Mais c'était une possibilité qui était limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'on pouvait le faire qu'une fois. On ne pouvait pas renouveler le dispositif par voie unilatérale, on pouvait le faire qu'une fois. Et c'était sous condition de ne pas avoir d'accord d'intéressement sur les 5 dernières années. Là, cette possibilité de mise en place par voie unilatérale, elle est élargie, et on va le voir, elle est élargie à plusieurs titres. Elle est élargie principalement sur le seuil d'effectifs, c'est-à-dire que ça vise maintenant des plus grosses entreprises que simplement les moins de 11. Lorsqu'on est moins de 50 salariés, donc ce qui peut viser des entreprises parfois dans certains groupes, dans certaines organisations, on peut avoir une entreprise qui est à plus de 11 mais qui est à moins de 50. Là, on peut mettre en place par voie unilatérale, donc on est libéré de cette obligation de négociation avec les partenaires sociaux. On peut procéder par voie unilatérale dès lors qu'on n'a pas de délégué syndical et pas de CSE. Il faut bien sûr que l'employeur informe les salariés par tous les moyens de cette décision de mettre en place ce dispositif d'intéressement. Ou bien, on peut très bien avoir des délégués syndicaux ou un CSE. La seule chose, c'est qu'il faut pouvoir démontrer qu'on a tenté d'engager une négociation avec ses partenaires et qu'on a échoué. Et si on échoue, on a un procès-verbal de désaccord qui permet là aussi de passer par voie unilatérale et donc de ne pas rester figé sur un désaccord avec les partenaires sociaux. Là aussi, on a un autre assouplissement, c'est qu'on peut le faire une fois, mais on peut le renouveler autant de fois que l'on veut par décision unilatérale. Là où c'était vraiment une mesure one-shot par le passé, maintenant c'est dans toutes les entreprises de moins de 50 et ça peut être renouvelé autant de fois que l'entreprise le souhaite par décision unilatérale. Autre mesure d'assouplissement, l'intéressement était autrefois un dispositif assez figé dans son application dans le temps, puisque c'était des dispositifs par principe triennaux. C'était 3 ans, pas plus, pas moins. Depuis la crise sanitaire, pour encourager les dispositifs d'intéressement, il a été prévu qu'on pouvait faire des dispositifs d'intéressement limités à 1 an. Une entreprise qui serait un peu frileuse et qui ne voudrait pas s'engager sur 3 ans, elle peut le faire sur une durée limitée à 1 an. Et à l'inverse, une entreprise qui était un petit peu embêtée par ces négociations, donc tous les 3 ans, elle peut décider de faire quelque chose de plus pérenne en allant jusqu'à 5 ans. Donc, en fait, maintenant, on peut soit avoir un dispositif d'intéressement limité à 1 an, soit un dispositif d'intéressement qui va au-delà des 3 années et qui va donc jusqu'à 5 ans. Et ça, c'est toute entreprise confondue, plus ou moins de 50. Là, il n'y a pas de limitation de seuil d'effectif. On a une possibilité de reconduction tacite plusieurs fois sans avoir à renégocier. C'est vraiment cette volonté de rendre le plus pérenne possible les dispositifs d'intéressement, à condition évidemment de le prévoir dans l'accord. Et on a une dernière mesure qui est un peu une mesure de modernisation par rapport à la façon dont on doit répartir l'intéressement. Comme vous le savez, l'intéressement obéit à une formule qui est librement définie dans l'entreprise, une formule de calcul, et sa répartition est fonction de différents critères, et notamment la durée de présence. Jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de doute sur le fait que le congé maternité était une période assimilée à du temps de présence pour éviter de discriminer indirectement ces dames. On avait donc cette mesure d'assimilation pour le congé maternité, mais elle n'existait pas pour le congé paternité.
Donc là, il y a un petit effort de mise à jour qui a été fait par le pouvoir public. Et donc maintenant, la durée du congé paternité, comme vous le savez, qui a été portée à 25 jours calendaires ou 32 en cas de naissance multiple, et bien là aussi, c'est assimilé à une période de présence pour éviter l'effet discriminant pour les papas en congé de paternité. Nelly, donc là, nous avons évoqué donc deux sujets importants qui sont liés plus précisément à ce qui est intéressement et participation. Mais on a aussi les deux autres mesures qui vont arriver, qui sont des mesures beaucoup plus liées. Enfin, là, on avait des mesures liées à l'épargne, hein. Soit j'épargne, soit je désépargne plus facilement. Enfin, j'épargne. Je fais en sorte que l'entreprise me permette de- d'avoir un pouvoir d'épargne plus important. Et les deux sujets qui nous restent, c'est le sujet, normalement, le sujet temps de travail et le sujet déplacement, qui eux qui n'ont rien à voir avec ces systèmes d'intéressement, mais qui font partie de la boîte à outils. Oui, un dernier mot sur l'intéressement très rapide. Pour montrer vraiment cette volonté des pouvoirs publics d'assouplir, d'encourager, on a un site internet, monintéressement.surf.fr, qui a vocation à permettre aux entreprises de finalement concevoir leur accord d'intéressement de façon totalement dématérialisée et en bénéficiant, on va dire, de règles d'exonération et de sécurisation renforcées pour des accords qui seraient déposés à compter du 1er janvier 2023. Donc, on a encore un décret, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui doit préciser ces modalités d'application. Mais il y a vraiment cette volonté de simplifier la procédure et de réduire également le délai de contrôle de ces accords d'intéressement. Sur les autres mesures, effectivement, puisque le temps file, alors on a des mesures qui sont liées au temps de travail. Là encore, une fois, ce n'est pas des mesures qui sont obligatoires, hein, c'est facultatif pour l'entreprise si elle souhaite y avoir recours. Et donc, les heures supplémentaires, rien de nouveau sous le soleil. On a une exonération d'impôt qui existe déjà jusqu'à 5 000 euros. Jusqu'à 5 000 euros, et simplement ce plafond est porté à 7 500 euros net imposables à compter du 1er janvier 2022, donc c'est rétroactif. Et ça vaut pour toutes les typologies d'heures supplémentaires qui sont listées là sur le slide qui s'affiche. Donc aussi bien les heures supplémentaires des salariés à temps plein que les heures complémentaires des salariés à temps partiel, les heures supplémentaires pour des personnes qui sont en forfait annuel en heures, au-delà de 1607 heures, aussi pour les heures supplémentaires pour les salariés qui bénéficient d'une réduction de la durée du travail pour les besoins de la vie personnelle. Les salariés en forfait jour ne sont pas en reste. Là aussi, ils peuvent bénéficier de ce dispositif d'exonération renforcé. Et ça vaut pour tous les jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, dans le cadre de dispositifs notamment de jours de repos conventionnels ou de réduction de RTT, de réduction de temps de travail. Ce qui est intéressant dans cette mesure, et on va le voir de suite, hein, c'est surtout, enfin, ce dont on entend parler, c'est surtout le rachat des RTT. Tout à fait. Alors, c'est deux mesures distinctes. Ouais. Pour terminer sur les heures supplémentaires, donc on a cette exonération fiscale et on a également sur le plan des charges sociales une déduction forfaitaire des cotisations patronales. Donc, pour toutes les heures supplémentaires qui sont accomplies, pour le coup, pas depuis le 1er janvier, mais à compter du 1er octobre, là, 2022, pour toutes les entreprises entre 20 et 250 salariés. Alors, on attend un décret qui est supposé fixer le montant de cette déduction forfaitaire, mais elle a déjà été communiquée via le bulletin officiel de la Sécurité sociale, sous réserve que le décret ne soit pas modifié, hein, enfin ne modifie pas ces valeurs. C'est 50 centimes par heure supplémentaire ou 3,50 € par jour de repos. Ce dispositif de déduction forfaitaire, il est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale classiques. Et il faut simplement avoir un document pour le suivi de l'application de ce dispositif à tenir à disposition de l'URSSAF. Donc ça, c'est sur les heures supplémentaires. Effectivement, petit point d'attention sur le champ d'application de cette déduction forfaitaire. Elle vaut globalement pour toutes les typologies d'heures supplémentaires, mais pas pour les heures complémentaires des salariés à temps partiel.
Si je suis salarié à temps partiel et que je travaille plus que mon volume d'heures classique, là, je ne suis pas dans le champ de cette déduction forfaitaire patronale. J'ai une question, alors je ne sais pas si on aura la réponse, Oui. mais sur le forfait jour, que se passe-t-il pour les entreprises ou les branches qui sont inférieures à 218 jours? Eh bien, je pense qu'elles ne sont pas concernées par la déduction forfaitaire, puisque la loi nous dit que c'est pour les de mémoire, que c'est au-delà de 218 jours. Donc c'est Bon, une réponse comme ça, c'est à la un volée, élément de hein, réponse complémentaire qu'on apportera de toute façon. à vérifier, mais en tout cas, pour cette déduction forfaitaire, patronale, eh bien, il faut vraiment être au-delà de ce contingent de 218 jours. Sur la question des RTT, donc, que tu évoquais tout à l'heure, effectivement, c'est un dispositif intéressant puisqu'on est vraiment dans la symbolique du, quelque part, travailler plus pour gagner plus. Normalement, la journée de RTT, c'est justement, ou la demi-journée de RTT, c'est justement pour diminuer le volume de travail. Là, on dit aux salariés, ben, si vous souhaitez finalement travailler pendant votre journée ou votre demi-journée de RTT, eh bien, c'est possible, bien sûr, en accord avec l'entreprise. Ayons bien à l'esprit que ce n'est pas obligatoire pour l'entreprise, c'est si elle a un besoin, parce que si elle n'a pas besoin de ce salarié pour la demi-journée ou la journée en question, évidemment, elle n'est pas contrainte de faire venir, d'accepter que le salarié vienne travailler. Mais si le salarié le souhaite et si l'entreprise en a besoin, eh bien, il y a une possibilité de renoncer à ces jours de repos et en contrepartie à bénéficier d'une rémunération avec une majoration de salaire égale au taux de la première heure supplémentaire qui est applicable au sein de l'entreprise. Donc, les conditions de cette renonciation, c'est que ça doit être une demande du salarié et un accord de l'entreprise. Et c'est un dispositif qui, qui s'étend sur 3 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Alors, Nelly, il nous reste, on va dire, 5 à 10 minutes Ouais. maximum pour évoquer le sujet frais de déplacement. Tout à fait. Alors, je précise qu'on ne l'avait pas mis en sachant que, effectivement, le temps était compté pour cette présentation qui se veut flash sur les différentes mesures. On ne l'avait pas mis dans le. C'est un peu le bonus finalement, ces frais de déplacement et frais de repas. Donc, je vais les passer en revue très rapidement. Tout le monde a à l'esprit toutes ces différentes mesures de prise en charge par l'entreprise des frais de déplacement des salariés. Il y a notamment ce qu'on appelle la prime transport qui permet de prendre en charge les frais de carburant pour les salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel. C'est une mesure évidemment faite pour lutter contre la hausse des prix du carburant. Et on a par ailleurs… C'est une chose, c'est encore faut-il trouver du carburant. Encore faut-il trouver du carburant. C'était la petite touche d'humour. Ouais. C'est vrai qu'au cours des mois à venir, on ne sait pas, voilà. Autre dispositif qui existait, là aussi, le forfait mobilité durable, le FMD, qui est là, qui vise à privilégier les transports verts, les transports écologiques, moins polluants, de type vélo, vélo électrique, trottinette, covoiturage, etc. On avait déjà une exonération sociale et fiscale pour ces 2 dispositifs, dans le cadre d'une enveloppe qui était commune et qui était de 500 €. Eh bien, on a une augmentation. Cette enveloppe est portée à 700 € pour les années 2022-2023, étant précisé qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a vraiment un accent mis sur les frais de carburant, puisque c'est vraiment cette enveloppe qui était limitée à 200 € à l'intérieur des 500, qui est portée à 400 €. Donc, j'ai une enveloppe globale de 700 € pour ces 2 dispositifs, et à l'intérieur de laquelle, pour les frais de carburant, je peux aller jusqu'à 400 €. Et concrètement, j'achète un vélo électrique. Ça veut dire que là, je vais voir mon employeur et c'est moi qui dois en tout cas, me faire identifier en Alors, expliquant que j'ai fait l'acquisition d'un véhicule non polluant. Alors, tout à fait, il faut justifier, c'est comme en matière de frais professionnels de manière générale, il faut justifier qu'on a effectué une dépense. D'accord. Après, la première étape, c'est quand même que l'entreprise ait mis en place une politique Bien sûr. de forfait mobilité. Enfin, ça va de soi, mais c'est pas juste demain je me réveille, j'ai acheté un vélo et je demande le remboursement. Il faut que l'employeur ait mis en place une politique de forfait mobilité durable. Nous, on a accompagné des entreprises dans le développement de ces politiques-là. Et en général, on précise justement aux salariés
dans le cadre du dispositif, comment il doit justifier, quel type de véhicule, le processus, effectivement, pour obtenir remboursement. Là, c'est un tableau récapitulatif pour que vous ayez cette vision un peu sous forme de panorama des différentes mesures qui existent en matière de frais de déplacement. On a donc la prime transport, telle qu'on vient de la voir. Là où on a un assouplissement significatif, c'est qu'avant, c'était seulement pour les salariés qui démontraient être contraints d'utiliser leur véhicule. Donc, si j'habitais en région parisienne, très bien desservie par les transports en commun, c'était compliqué d'être éligible à la prime transport. Là, en 2022-2023, il y a un assouplissement. Tous les salariés qui engagent des frais de carburant et qui le démontrent, même si on ne rentre pas dans le détail de savoir s'ils auraient eu la possibilité d'utiliser les transports en commun, etc., on leur donne accès à ce dispositif d'exonération sociale et fiscale. Donc, on a un premier assouplissement ici. Autre assouplissement sur la prise en charge de l'abonnement au transport en public, la prise en charge du forfait Navigo, pour ceux qui habitent en région parisienne. En droit du travail, il y avait de toute façon une obligation de prise en charge à hauteur de 50%, et l'exonération valait à hauteur de cette prise en charge à 50%. Là, on a une possibilité pour l'employeur d'aller jusqu'à 75% de la prise en charge du forfait d'abonnement de transport en public, et en exonération de charges sociales et fiscales. Donc, on gagne 25% de plus en exonération de charges sociales et fiscales. Je précise que ce n'est pas une obligation. L'employeur peut continuer, s'il n'a pas les moyens, s'il ne veut pas mettre l'accent là-dessus, il peut continuer de prendre en charge uniquement 50%. Mais s'il va jusqu'à 75%, alors il est en exonération de charges. Dernières hypothèses de cumul à avoir à l'esprit, ce qui n'était pas forcément permis auparavant, on peut cumuler le forfait mobilité durable et la prise en charge du forfait Navigo, des transports en public. C'est une exonération d'impôt sur le revenu, de cotisation de sécurité sociale et de CSG-CRDS qui était limitée à 600 € et qui passe à 800 €. Pour la prime transport, la prime qui couvre les frais de carburant, et la prise en charge toujours des transports en commun, avant le cumul était interdit et il est désormais autorisé. Donc on a toute cette petite mesure qui, mis bout à bout, viennent faciliter un petit peu la politique, on va dire, frais de déplacement, faciliter et optimiser sur le plan social et fiscal la politique frais de déplacement de l'entreprise. Sur les frais de repas, très rapidement, on a une revalorisation on a une revalorisation et une hausse de la prise en charge patronale des tickets restaurants. Là aussi, ce n'est pas une obligation, mais l'employeur, s'il le souhaite, peut aller jusqu'à 5,92 € dans la participation patronale au ticket restaurant. Alors, on est toujours, souvenez-vous, on a toujours cette limitation à 60% de la valeur du ticket restaurant. Donc, elle n'est pas rappelée par la loi, mais on peut aller soit jusqu'à 5,92 €, soit jusqu'à 60%, dans la limite de 60% de la valeur totale du titre. Et autre mesure qui vise véritablement pour le pouvoir d'achat, c'est que les titres restaurants peuvent être utilisés pour des produits alimentaires, même non directement consommables. La logique du ticket restaurant, c'est de prendre sa formule à la boulangerie immédiatement consommable, mais on peut également, avec les titres restaurants, aller au Monoprix, aller au supermarché, voilà, et prendre des produits plus durables, des pâtes, du riz, etc. Même si ce n'est pas directement consommable, c'est un usage que l'on peut faire des tickets restaurants jusqu'au 31 décembre 2023. Et dernière chose, j'en terminerai par là, c'est une revalorisation des différentes indemnités que l'employeur peut servir pour rembourser les frais de repas. Il y a une revalorisation de 4% à compter du 1er septembre 2022. Donc, je ne rentre pas dans le détail, tous les ans, il y a des revalorisations. Simplement, cette année, elle est revalorisée davantage à hauteur de 4%. J'ai une question sur ce sujet-là. Pouvons-nous faire une régularisation du remboursement et de transport à 75% pour 2022? Est-ce qu'on peut le faire de manière rétroactive? C'est ça la question. Oui, c'est une régularisation. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Ça fait partie, je pense, des À éléments. mon sens, ça n'est pas interdit de mémoire. Je parle vraiment de mémoire, ça n'est pas interdit par le texte. Ça fera partie de toute façon des réponses complémentaires qu'on vous apportera. Ce que je voulais préciser, alors Nelly, merci, parce que là, je pense qu'on arrive au terme des 5 mesures phares.
On l'a tous compris, hein. De toute façon, ces mesures sont liées effectivement à la hausse de l'inflation, effectivement, et entre guillemets à la baisse du pouvoir d'achat des salariés. Quand je parle d'inflation, nous, en tant que conseil en matière de protection sociale, d'épargne retraite salariale, on voit bien que d'un côté, on a l'inflation des dépenses de santé, on a une inflation très forte, une hausse de l'absentéisme, on a une baisse de pouvoir d'achat au niveau des salariés. Donc on voit que l'entreprise quand même est prise dans un étau qui elle-même parfois est soumise à des hausses de matières premières. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de beaucoup d'agilité. Et ces boîtes à outils qui vous ont été présentées ici, et puis l'optimisation de coûts qui peut être faite également pour vous dans le domaine de la protection sociale, ben, c'est des sujets sur lesquels, bien évidemment, GREP peut vous accompagner avec notre partenaire Avanti. Ce que je voulais, merci à tous pour votre participation. Merci Pour beaucoup. terminer, si vous avez des réponses, des questions, pardonnez-moi, ou des sujets particuliers que vous souhaitez que nous prolongions avec vous, Margot, tu peux nous rappeler l'adresse contact de GREP à qui une demande d'information peut être faite? Tout à fait, donc elle s'affiche à l'écran, c'est contact.commerce@gerep.fr. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions, on vous répondra, et un replay sera disponible aussi, dans quelques jours. Eh bien, écoutez, très bien. Merci à tous pour votre attention. J'espère que nous avons pu vous apporter cet éclairage. Je vous souhaite donc une bonne journée et un bon week-end à tous. Très bon week-end, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Nelly. Avec plaisir. Au revoir, Olivier.